Nous sommes de retour sur le plateau de Casadoc, la rançon de la liberté de Gilles Gasser et Michel Nérette. L'histoire d'Haïti, véritable tragédie. Depuis son indépendance impressionnante, c'est une succession de drames. Comme dit le romancier Lionel Trouillot dans le film, la grandiose et douloureuse expérience de la victoire. En tout cas, messieurs, cette année, le moins que l'on puisse dire, le bicentenaire de la double dette d'Haïti n'est pas passé inaperçu. En France, 2 événements ont marqué cette commémoration. Aux Archives nationales à Paris, le 17 avril dernier, nous allons voir d'ailleurs quelques images, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage a rassemblé universitaires, mais aussi associations sur ce pont de l'histoire. Il s'agit de l'ordonnance, vous le savez, par laquelle, le 17 avril 1825, le roi Charles X a reconnu l'indépendance d'Haïti en imposant à ses habitants le paiement d'une indemnité exorbitante. Un événement inouï dont le caractère injuste n'avait jamais été reconnu par la France. Je dis bien jamais, puisque ce même 17 avril 2025, date qui rentre peut-être dans l'histoire, dans un communiqué, le président Macron reconnaît ce fait historique et dit, je cite, « Cette jeune nation était ainsi confrontée dès sa constitution à la force injuste de l'histoire ». Comment analysez-vous, messieurs, cette nouvelle posture, ce nouveau positionnement de la France face à cette histoire? Jacques Nézy, tout d'abord. Bien, je pense que c'était une occasion attendue, je pense, pour la France, qu'il faudrait solder cette affaire, parce qu'il reste, on peut dire, quelque part un caillou dans la chaussure de la France, puisque ça fait plus de 2 siècles, ce scénario macabre a été occulté. Alors cette occultation, il faut le dire, part depuis la bataille de Vertières, puisque on sait très bien que Napoléon a essuyé une défaite cuisante le 18 novembre 1803. Là encore, cette bataille de Vertières a été occultée. Autre occultation, c'est la signature de cette ordonnance, qui est donc un carcan néocolonial. 21 ans après l'indépendance d'Haïti, voilà que l'île était obligée et sous la menace d'être bombardée par 14 navires sur lesquels sont montés 400 canons, accompagnés du commissaire Marco, et qui obligeait Haïti à verser cette indemnité, sinon Port-au-Prince serait bombardé. Donc cette date de 2025, c'était donc une date fatidique pour la France de se montrer finalement qu'elle a envie de se réconcilier avec Haïti. Et puis pour les Haïtiens, de renouer encore cette demande de restitution de 150 millions de francs hors puis 90 millions, avec tout ce que ça représente. On va revenir sans doute au cours de l'émission, les intérêts, les capitaux, et puis tous les négociants négriers, tous les intermédiaires banquiers et tous les intermédiaires financiers qui se sont remplis les poches, on veut dire, entre guillemets, au nom de cette rançon exigée par Haïti. Donc, il était une période attendue par les Haïtiens, puisqu'il faut le rappeler, en 2003, Jean-Bertrand Aristide a tenté de demander cette demande de restitution, qui, alors, il a payé très cher, puisqu'il a été évincé, il faut le reconnaître, par les États-Unis et la France, et puis le Conseil présidentiel de transition, en l'occurrence Leslie Voltaire, qui a donné une audience avec le président français. Et à l'issue de cette audience, le président français s'était engagé à faire une déclaration le 17 avril. Voilà, 2020. Tout ça, c'était prévu. Alors, Makandi Tout-Puissant, vous aussi, on aimerait bien vous entendre, puisque vous êtes aux côtés, effectivement, de ces concitoyens, de ces Haïtiens, notamment sur Paris. Est-ce que là aussi, il y avait une attente, et comment on apprécie au niveau du peuple ce nouveau positionnement de la France? Oui, effectivement, bon, il y avait eu une attente, mais c'était une attente au-delà de la création d'une commission, même si on peut comprendre que ce sont des arcades, je dirais, des relations entre États. Mais la diaspora, en tout cas, attendait autre chose. Déjà, pas forcément un communiqué de presse, parce qu'un communiqué de presse, c'est impersonnel, c'est une équipe qui travaille à mettre des belles phrases derrière l'attente, mais plutôt un discours, une intervention de l'État, d'Emmanuel Macron, le président Emmanuel Macron, qui a donné cette habitude sur d'autres causes de prendre la parole et d'expliquer un petit peu où est-ce qu'il veut aller. Donc, une attente, je dirais, mitigée, mais l'espoir a été vite balayé par la proposition de cette création de commission
dont on prend acte, mais derrière, on va s'engager pour que les résultats puissent arriver assez rapidement. Ouais, vous gardez la main, je vous laisse encore la parole, puisque selon certains observateurs, hein, on dit quand même que le président Macron a été un petit peu plus loin que ses prédécesseurs. Il y aurait une fenêtre plus grande que la dette morale reconnue, on se rappelle, hein, en 2015 par François Hollande. Qu'en pensez-vous? Dans les propos du communiqué de presse, on parle d'une injustice de l'histoire. Ouais. Et on met deux historiens, donc un historien côté français, une historienne côté haïtien, avec Madame Gusty Gaillard, dont nous connaissons les travaux impeccables sur cette question-là. Donc nous savons déjà ce qui s'est passé. Il y a des écrits, et d'ailleurs le fait d'avoir été symboliquement aux archives nationales de la France pour ressortir cette ordonnance, mais c'est également d'autres documents dont la Fondation pour la mémoire de l'esclavage a fait un travail à travers une note qui prouve tout l'argent qui a été, les lingots d'or qui ont été transportés d'Haïti vers la France. Donc, je dirais, on n'a pas besoin de retracer cette histoire qui est déjà bien connue. On a plutôt cette volonté, ce désir d'aller vers des choses un peu plus concrètes, même si nous savons que la situation actuelle en Haïti, il y a des difficultés, mais on attend un mécanisme, un calendrier en l'occurrence. Alors justement, Jacques Nézy, est-ce qu'on peut dire que voilà, cette commission mixte, on l'a dit, hein, qui sera présidée par l'historienne haïtienne Gusty Clara Gaillard, mais aussi Yves Saint-Jour. D'ailleurs, que pensez-vous du travail et qu'attendez-vous de ce travail que devra faire cette commission mixte? Oui, comme ça a été tout lié tout à l'heure par Marc-Philippe Dubuisson, on sait très bien, avec l'historiographie assez riche sur cette affaire, les tenants, les aboutissants, donc on sait très bien que la stratégie du président français, c'est de gagner du temps. Quand on sait, bon, dans 2 ans, ils seront organisées de nouvelles élections, sans doute une hésitation à s'engager au nom de la France, à restituer cette somme. Alors, première chose. Deuxième chose, c'est que le président français ne s'est pas prononcé sur la reconnaissance de cette dette, de cette rançon. Deuxième chose, il ne s'est pas prononcé non plus sur le montant, la valeur estimée par la France. Donc cette commission, on va dire, c'est donc une commission qui sert d'alibi au président français pour gagner du temps avec les échéances électorales. Et puis, troisième élément, la commission va faire quelques recommandations, mais la commission n'est pas en position décisionnaire. C'est donc l'État français. Donc ce qu'on reproche au président français, c'est de n'avoir pas exprimé de façon claire. Certes, il faut le reconnaître. Il y a un petit pas de son côté, puisque le président Chirac, à un moment donné, s'était même exprimé en disant que Haïti n'a jamais été colonisé par la France. Ensuite, le président Hollande qui voulait avancer, qui a reculé. On peut dire que c'est un pas dans la bonne direction du président français, mais un pas très mesuré. Alors, de son côté, Haïti, par le biais du Conseil présidentiel de transition, a annoncé également la création du Comité national haïtien de restitution et de réparation. Quel est le sens politique et le poids politique de cette posture aussi du pays? Est-ce que ça a un poids? Oui. Alors, le point politique, on sait très bien que ce conseil réunit de nombreux universitaires de tous horizons, de toutes disciplines, tente de réfléchir premièrement à la stratégie destinée à influencer la décision française. Deuxième mission de ce Conseil national, elle vise aussi à tenir vivante la flamme de la mobilisation, ce qui est destiné en même temps à informer l'opinion publique internationale, puisque, on peut le dire, il y a de nombreux Français aujourd'hui qui découvrent cette histoire. Donc, le Conseil national de gouvernement, le Conseil national de transition, va donc proposer également des pistes de réflexion, parce que pour le moment, on ne s'est pas encore exprimé sur les usages de ce fonds. On ne sait pas sous quelle forme aussi la France va restituer cette somme. Est-ce que c'est à travers la construction des infrastructures pour permettre à Haïti justement de rattraper son retard en matière
exemple portuaire, aéroportuaire, en matière de transport, en matière scientifique, etc. Mais il faut dire que les chantiers sont immenses à ouvrir. Oui, tout à fait. On reviendra de toute façon sur les possibilités. Hein. On reviendra sur les possibilités. Juste rajouter que dans le cadre de la préparation effectivement de cette émission avec vous et avec Mackendy Tout-Puissant, j'étais en contact avec Clara Gusti, donc la coprésidente, qui attendait justement à l'époque les directives du comité de transition pour orienter ces travaux. Donc normalement on aurait pu l'avoir aussi dans cette émission, mais elle n'avait pas encore on va dire son cahier des charges, on va dire quelque part. Alors je vais m'adresser maintenant à Monsieur Mackendy. Dans cette démarche de reconnaissance et de réparation, quel peut être le rôle de votre association et globalement du monde culturel et associatif? Quelle peut être votre contribution? La contribution, elle est déjà de faire connaître à l'opinion publique, la diaspora haïtienne, parce que on parlait tout à l'heure l'ancien président Jean-Bertrand Aristide qui avait soulevé cette problématique et qui a été débouté, en tout cas expulsé du pays. Mais il faut savoir que on a un certain nombre de nos compatriotes qui ne savaient pas, qui ne connaissent pas aussi cette situation, et notamment même les plus jeunes qui sont dans la diaspora, qui sont des enfants d'Haïtiens issus de la migration, installés dans l'Hexagone, qui connaissent pas cette histoire, qui aiment Haïti, mais qui n'avaient pas ce pan de l'histoire. Donc, il est important pour nous, en tout cas, de donner ces éléments à travers des conférences-débats telles que nous l'organisons le 17 mai et à travers d'autres initiatives prises par d'autres personnes. Il est aussi important, comme l'a souligné Jacques Nézy, c'est que l'opinion publique française soit au courant, informée de cette histoire d'Haïti, qui n'est pas, comme d'autres histoires des anciennes colonies françaises, qui ne transpire dans aucun manuel. Et donc, il est important de gagner cette bataille d'opinion publique pour faire en sorte, parce que c'est aussi ça, que la pression va se mettre en place à travers la société civile, à travers le monde culturel, artistique. Donc, voilà, c'est que le début de quelque chose qui devrait, en tout cas nous l'espérons, nous amener à une restitution, on va dire en quelques années, mais il faut qu'on emboîte le pas. Vous marquez le terrain et vous êtes présent. Ouais, vous marquez le terrain, vous marquez effectivement cette présence. Alors j'aimerais vous entendre également tous les deux sur votre appréciation. On reste avec vous, Mackendy Tout-Puissant, sur la façon de la gestion, on va dire, du CPT, du Comité présidentiel de transition, dans les affaires courantes du pays. Et puis notamment par rapport à cette démarche de réparation et de reconnaissance. Comment appréciez-vous cette gestion du CPT ? Je pense qu'il faut le faire. Ils sont critiquables sur un certain nombre d'aspects sur la gestion politique et sécuritaire du pays. On pourrait dire qu'ils héritent d'une situation, mais pour un certain nombre, ils étaient aussi à la manette, à différents postes au niveau de l'État haïtien. Il y a une situation qui s'est gangrénée à travers justement les gangs qui ont proliféré principalement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Mais je pense que, sans vouloir tout mélanger, il y a une séquence, en tout cas, sur laquelle il fallait pas être absent. C'est sur ce bicentenaire de cette rançon. Il fallait mener une action, à faire des propositions. Ensuite, je dirais qu'il faut pas qu'on les lâche, en tout cas à notre niveau, même en étant à des kilomètres du pays. On ne lâche pas parce qu'on sait que ce sera, je dirais, un combat, une bataille de longue haleine. Donc on se prépare en tout cas à tenir, à être endurant. À être endurant là-dessus. Mais ce qu'on peut dire, en tout cas, je peux saluer en tout cas la démarche de poser cette situation, parce qu'ils auraient pu dire, compte tenu de la situation en Haïti, c'est une question annexe. Ils ont eu le courage de le faire. Donc je salue, mais maintenant il faut aller un peu plus loin. C'était bien de vous entendre là-dessus. Revenons maintenant avec vous, Jacques Nézy, sur cette histoire du 17 avril 1825, soit 21 ans donc après l'indépendance d'Haïti. Jacques Nézy, quel était le contexte qui a favorisé l'acceptation de cette dette ou la capitulation, comme le disent certains? Oui, on peut poser deux interprétations. La première interprétation, c'est que le président Boyer, qui
a donc hérité d'une situation post-guerrière très difficile et faisait face aussi à un embargo sur Haïti, parce qu'il faut le souligner, Haïti certes a eu son indépendance depuis plus de 20 ans après, mais c'est qu'il était considéré comme étant un État paria. Les États-Unis certes commerçaient avec Haïti, mais en catimini, les Anglais également, et la France n'a jamais voulu accepter de reconnaître comme étant un État égal l'existence d'Haïti. D'ailleurs, l'ordonnance, en son article 2 du roi Charles X, parle de la partie française de Saint-Domingue. C'est dire que dans cette ordonnance, jamais le nom d'Haïti n'a été mentionné, jamais le nom haïtien n'a jamais mentionné. C'est dire qu'il y a un ostracisme et du côté français, du côté occidental. Parce qu'il faut le dire, les valeurs qu'incarnait cette indépendance haïtienne, ce sont des valeurs qui vont au-delà de la Révolution française, au-delà de la Révolution américaine. Oui, tout à fait. Aux États-Unis, il y avait quand même la liberté. Il y avait quand même, certes, l'indépendance américaine, mais il y avait quand même des esclaves dans le Sud. Or, Haïti, c'est la liberté totale. Et non seulement Haïti, Haïti a donc exporté également en Amérique latine cette révolution. Donc, pour les Haïtiens, il fallait sortir de cet état de paria, cet ostracisme. Et de l'autre côté, Boyer également, ça c'est pour des raisons intérieures, Boyer souhaitait consolider son pouvoir aussi à l'Est, et également ne voulait pas avoir des hostilités supplémentaires parce qu'à l'Est, son régime était fragilisé. À l'Est, ça veut dire aujourd'hui la République dominicaine. Donc, ce que vous voulez dire, pendant 1844. Ce que vous voulez dire, excusez-moi, Jacques Nézy, ce que vous voulez dire, la situation, il ne pouvait pas faire autrement. C'est comme si on mettait le couteau sous la gorge, quoi, à cette époque. Il ne pouvait pas faire autrement puisque Boyer voulait consolider son pouvoir à l'Est et ne voulait pas avoir d'autres hostilités avec la France. Donc, il a souhaité, de préférence, eh bien, il faut le dire aussi, ce sont les Haïtiens, notamment son prédécesseur, en l'occurrence Pétion, qui avait même proposé d'indemniser les colons. Pourquoi? Parce que Pétion voulait solder cette affaire, que Haïti devienne un État indépendant comme les autres. Et donc, Boyer a dû céder pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, et également cédé parce qu'il y avait une pression, couteau sous la gorge, 14 navires de guerre qui étaient prêts à bombarder Port-au-Prince. En tout cas, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, et vous gardez la main, que cette indemnité qui a été chiffrée, plusieurs exemples même, pèse lourd sur la situation aujourd'hui du pays Haïti? Oui, sur le plan économique, puisque cet État indépendant jeune qui vient de construire son économie, il faut le dire, sur les décombres de la guerre, puisque les guerres ont été violentes, notamment par les razzias. La formule de Dessalines, c'était « on incendie les habitations, on coupe les têtes, on tranche les têtes ». Donc il y avait une économie complètement anémiée. Donc c'est donc cette économie anémiée qui va indemniser la France, c'est-à-dire que Haïti va donc s'appuyer sur l'économie paysanne, c'est-à-dire les paysans... Il y a eu la mise en place du code rural, oui. Voilà, qui cultivaient le café et qui étaient astreints. Justement, vous parlez du code rural du 6 mai 1826 envisagé par Boyer, qui imposait un certain nombre de contraintes aux paysans, et ce sont ces paysans, à partir de leur récolte de café, qui vont donc payer cette dette. Cette dette, il faut le dire, qui va s'étendre jusqu'en 1947. 150 millions d'or. 150 millions de francs or, puis révisé à 90 millions. Et puis, il faut le marquer, c'est que au moment où l'émissaire Mako était en Haïti en 1825, alors il disait même au président Boyer, vous pourriez signer, et si vous n'avez pas d'argent, eh bien, je pourrais vous mettre en contact avec des banquiers français qui vont justement vous prêter de l'argent. Et ce qui est arrivé, justement, les 30 millions sont donc prêtés par la banque française, dont 6 millions d'intérêts d'ailleurs. Et on sait, voilà, avec les intérêts, on connaît évidemment l'histoire. J'aimerais qu'on aborde maintenant, messieurs, la situation sécuritaire du pays, puisque selon le dernier rapport de l'ONU, la situation sécuritaire se dégrade
Diaspora d'Haïti avait atteint un nouveau point de crise. Plus de 4000 personnes tuées entre juillet 2024 et février 2025. Les gangs lourdement armés contrôlent au-delà de la capitale. La situation humanitaire s'aggrave. Comment vit-on aujourd'hui en Haïti? Est-ce que vous avez un retour, Mackendy Tout-Puissant, avec vous? Est-ce que vous avez les retours de la famille, des amis là-bas? Comment on vit là-bas en ce moment? On vit difficilement et pour vous dire, il y a la semaine dernière, j'ai eu des petits messages d'une amie que je connais depuis de nombreuses années qui est sur Port-au-Prince qui m'a demandé de l'aider financièrement parce que son fils a été kidnappé par un groupe. Donc voilà, donc vous avez des situations qui vous arrivent parfois indirectement. Oui. Parce que les gens sont aux abois et tout le monde est touché en fait par tout le monde. Plutôt, je dirais la population qui essaie de vivre au quotidien est touchée par cette situation de kidnapping et qui se font rançonner justement. C'est l'ironie de cette histoire, de cette période où de l'autre côté, Haïti a été rançonné en 1825 et on a une situation en 2025 où ce sont la population haïtienne qui se fait rançonner par ses propres frères et sœurs, je dirais. Donc c'est vraiment, vraiment difficile et il faut une issue parce que nombreux sont ceux qui souffrent sur le territoire haïtien, bien évidemment, mais en diaspora, la diaspora haïtienne souffre évidemment de cette situation aussi. Alors tous les secteurs, évidemment, Jacques Nézy, sont touchés, hein, la santé, l'éducation, la sécurité, évidemment. Alors Jacques Nézy, Monique Kleska, autrice que vous connaissez bien, ancienne fonctionnaire de l'ONU et militante pro-démocratique, bien connue également en Haïti, a déclaré chez nos confrères de France 24, les gangs contrôlent la situation et on se dit que les gens au pouvoir doivent être de connivence avec eux. Qu'en pensez-vous ? Oui, c'est l'hypothèse la plus plausible, la connivence. Cette connivence existe depuis de longues années, et de Jovenel Moïse, de Michel Martelly, il faut mettre les noms. Ce sont des dirigeants qui doivent assumer leurs responsabilités et ils ont justement leur part de responsabilité dans cette dégradation observée en Haïti. Haïti, c'est une situation épouvantable. Les gangs occupent plus de 90% du territoire, non seulement martissant, c'est-à-dire des quartiers populaires, mais également les quartiers résidentiels. Par exemple, à Parco, ils occupent Parco et où ils incendient les maisons. Et c'est la désolation, oui. Port-au-Prince c'est complètement isolé, puisque depuis plus de 6 mois, il n'y a aucun vol commercial, il y a problème de médicaments, rupture de stock, les gens meurent, et ce qui est pire, c'est qu'il n'y a aucune main secourable pour Haïti. Disons, la communauté internationale, à côté, le grand voisin, les États-Unis d'Amérique, ont fermé leurs yeux parce que Haïti ne produit pas d'armes et ces armes viennent d'une part des États-Unis d'Amérique avec la complicité de la République dominicaine, notre voisin, il faut le dire, et ensuite le commerce transnational que j'appellerais l'économie criminelle puisque les côtes haïtiennes ne sont pas surveillées puisque il faut le dire, une bonne partie... Haïti est abandonné, selon vous? Haïti est abandonné? Haïti est abandonnée à elle-même. Donc maintenant, la solution, les Haïtiens comptent sur la communauté internationale, notamment sur l'intrusion depuis 1915 des États-Unis d'Amérique, mais cette fois, on observe bien que la caractéristique principale de la politique de l'administration trumpienne, c'est l'isolationnisme, et puis ensuite, le côté transactionnel. Pour le moment, Haïti... certains disent qu'Haïti dispose des gisements, mais pour le moment, le président américain ne s'y intéresse pas, en tout cas, et se montre complètement empathique, se montre complètement antipathique, indifférent à la situation haïtienne. Une situation épouvantable, inhumaine. Oui. On arrive pratiquement à la fin de notre échange, mais avant d'aborder quand même des perspectives, 2 mots, mais alors très rapidement, vous d'abord et ensuite Mackendy Tout-Puissant. Le CPT envisage des élections dans ce contexte aux alentours de février 2026. C'est réaliste ? C'est illusoire de penser aux élections dans cette condition. Pour trouver une solution pour aller très rapidement, il faut le départ du CPT. Envisager une nouvelle forme de gouvernance avec des gens de la société civile,
pas des forces partisanes, parce que ces forces partisanes sont responsables de la situation actuelle. Moi, j'aurais tendance à parler d'une élite vertueuse, c'est-à-dire composée d'Haïtiens vertueux de la diaspora et de l'Éternel. J'aimerais vous entendre également très rapidement, Makandy Tout-Puissant, sur cette éventualité évoquée par le CPT, le Conseil présidentiel de transition, des élections en cette période, début 2026. C'est réaliste ou pas? Non, c'est pas réaliste parce que bon, les personnes, les Haïtiens et Haïtiennes ne pourront pas aller voter sur près de 5 millions de votants en Haïti, tandis que le dernier président élu a été élu autour de 500 000 voix. Donc, quelle légitimité? De toute façon, il y a un problème là-dessus sur la question du vote. Mais ce qu'on peut appeler, c'est plutôt une constitution, comme vient de le dire Jacques, de structurer, de mettre en place un espace où on aura des dirigeants haïtiens, de la société civile, des partis politiques, mais aussi de la diaspora qui a souvent et qui est toujours mis de côté, et ne pas tomber non plus dans le piège, parce que il y a cette démocratie à l'occidental qu'on souhaite absolument imposer à un certain nombre de pays, un certain nombre de peuples, et on voit que parfois ça ne marche pas. Donc il faut peut-être aussi donner le temps à Haïti de retrouver cette démarche, cette posture démocratique, en disant que, à partir du moment où on peut avoir des dirigeants qui sont légitimés par, je dirais, l'opinion populaire et non pas le vote populaire, parce que le vote sera difficile, de pouvoir donner cette chance pour que le pays soit gouverné. Voilà, vraiment pour terminer, pour vous, ce sont là les pistes pour un avenir meilleur pour Haïti? Oui, alors, bien évidemment, comme on dit, c'est parler d'élections. Oui, parler d'élections, c'est, je dirais, c'est se moquer de la situation que vivent les Haïtiens et les Haïtiennes, qui sont plutôt dans des urgences de pouvoir se nourrir, de pouvoir se déplacer, de pouvoir se soigner. C'est ça qu'on doit régler avant. Si le CPT peut assurer ça, on peut leur donner crédit de quelques mois supplémentaires. Mais qu'ils fassent preuve déjà de pouvoir régler ces premières situations d'urgence vitale. Merci beaucoup. Jacques Nézy, alors vraiment, normalement je ne dois pas vous relancer, mais vraiment en 20 secondes, votre vision, les pistes également pour un avenir meilleur pour Haïti avant de conclure, mais vraiment en 20 secondes, si vous avez la possibilité, si vous pouvez le faire. 20 secondes, il y a de l'espoir, et cet espoir ne peut que venir des gens vertueux qui vivent en Haïti et de ceux de la diaspora. Merci beaucoup Jacques Nézy, merci Makandy Tout-Puissant, merci infiniment pour cette expertise, cette analyse et la lecture de ces 2 siècles d'histoire du pays Haïti. On note que l'espoir évidemment demeure et que le combat continue pour la reconnaissance et la réparation. Merci encore, et Jacques Nézy, on vous reverra en Guyane très bientôt, en fin d'année, puisque vous allez venir nous présenter votre ouvrage.